Montreal, BPM Radio Montreal. This is the All Wave Show. Et aujourd'hui, on a un special guest avec nous. C'est quelqu'un que je connais personnellement depuis longtemps. C'est un artiste spécial que tu n'entends pas tous les jours. Mr. Jean Gardy. En tout cas, je suis content d'être là, comme tu l'as dit. Ça fait way back qu'on se connaît. Je me rappelle même quand j'avais commencé à faire des beats. Tu faisais des beats avant moi. Je me rappelle, c'est toi qui me donnais des sons. À l'époque, il n'y avait pas tout ça de email, des disquettes. Hein? On donnait des disquettes de sons même. Fait que moi je suis content d'être là, c'est un plaisir pour moi, pour tes auditeurs, aussi de prouver que dans la vie, quand on est passionné par quelque chose, on continue, on le fait. Il y a des petits challenges et on continue. Et dans le fond, moi je sais déjà que tu as grandi aux alentours de Montréal. Mais juste pour le monde qui ne te connaisse pas, est-ce que tu as grandi à Montréal, quelle partie de Montréal, etc. Moi je suis né, mes parents ils ont immigré d'Haïti, ils se sont installés dans le quartier de Saint-Léonard. Donc moi j'ai vraiment grandi dans le coin de Saint-Léonard et Grande Prairie, où il y avait le McDo, avant il y avait le PFK, maintenant c'est un W. Donc c'est là, c'est le premier quartier dans lequel moi j'ai grandi. Et par la suite mes parents ont déménagé. À l'époque, c'est en 1900. Fin des années 80, ils ont acheté une maison en banlieue de Montréal. C'est à Mascouche. Maintenant, il y a plein de monde qui habite à Mascouche. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais le seul noir de mon école. C'était un parallèle qui était intéressant. Et mes parents, on a déménagé en banlieue. À la fin du primaire, ils m'ont inscrit dans une école privée à Montréal. C'est comme un genre de paradoxe pour moi de passer à seul noir de mon école. Boum, j'arrive dans une école qui a plein d'immigrants. Donc, j'ai tout de suite dans ma jeunesse, j'ai vu toutes sortes de fonctionnements de groupes, de sociétés. C'est ça qui a influencé même mon côté artistique, l'analyse de mon environnement. Bon, et présentement, est-ce que tu es dans un label, major label ou des labels indépendants où tu runs ton propre label ou ton organisation, ton propre truc? Présentement, vraiment, je suis vraiment un artiste qui est plutôt indépendant. Je pense que c'est beaucoup l'ère de l'indépendance avec les réseaux sociaux, avec les médias. Et moi, je travaille sur mon projet. J'ai travaillé sur plusieurs projets. Je ne ferme pas la porte un partnership dans le sens que peut-être que je vais chercher une agence de gérance, de booking pour te booker des shows, des entrevues, des opportunités. Mais je suis arrivé à un niveau où j'aime prendre mon temps pour travailler sur mon produit, de mettre le produit au maximum de ma connaissance, et après de trouver des partnerships comme ça, de pouvoir des négociations un peu plus différentes parce que j'aurai mon produit, il y aura déjà une vision. Donc j'essaye de tirer le meilleur de moi-même. Après, je vais voir s'il y a une possibilité de s'associer, mais pour être honnête, je ne suis pas le gars qui cherche le record deal, puis là, je suis un passionné, tu comprends, avant tout. Puis je suis un passionné qui veut emmener sa passion en avant du public, mais de la bonne manière. Puis justement, ça fait combien de temps que tu work behind the scene avant que ta musique, que tes followers arrivent à ce level-là de maintenant? Mais moi, il y a quelques années de ça, j'avais sorti un démo, après j'avais sorti une mixtape. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de spectacles. Puis j'ai fait beaucoup d'expériences avec des producteurs. Des fois, ça n'a pas marché de leur côté. Des fois, c'était mon côté que ça n'a pas marché. Donc, il y a beaucoup de projets aussi qui ne sont jamais sortis. Parce que ça n'a pas abouti. C'est pas parce qu'il n'y avait rien qui se faisait, mais c'est pas une ligne droite, tu comprends? Et que par la suite, là, j'ai commencé à voyager. Je voulais voir un peu comment l'art c'était à travers le monde. J'ai participé à des festivals en Afrique, dans d'autres pays. Et durant la dernière année, j'ai vraiment pris mon temps, comme ils disent bien en anglais, de work mon craft. C'est-à-dire que, pas juste faire des chansons comme ça, mais d'aller en détail, de checker les mots, de vérifier les flows, d'étudier les autres artistes, de prendre mon temps sans pression, comme d'aller vraiment, comme on fait une maison, une sculpture, de prendre mon temps pour découvrir vraiment qui j'étais. Je me suis construit un petit studio à la maison. Donc j'ai maximisé mon temps, je pouvais recommencer, faire des erreurs, essayer des voix bizarres, tu comprends, essayer des choses que j'aurais pas fait d'habitude. Et là, dernièrement, j'ai recommencé à aller au Highbridge Studio, un studio professionnel pour vraiment commencer à enregistrer. Comment ça s'appelle le studio? C'est Highbridge Studio. Okay, yeah. C'est Nabil avec FIFO, c'est deux gars qui sont vraiment talentueux que j'ai rencontrés à l'aide de DJ Motorious qui m'a introduit à ce gars-là. What's up DJ Motorious, c'est un gars qui travaille fort, puis c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect. Puis quand il dit qu'on est ensemble, c'est pas juste dans ses chansons. C'est un vrai gars, il va t'aider, il va te supporter. Si tu lui demandes quelque chose, il va être là pour toi. Qui m'a référé à ce gars-là. Donc là, quand je suis allé au studio, j'étais content de ce que j'entendais, tu comprends? Il y a un niveau dans ton art où tu fais des choses, mais il faut que tu sois satisfait. Donc là, c'est là vraiment que je suis. Là, je commence à faire les enregistrements finaux, puis on avance. Bon, comment tu catégoriserais ta musique où tu placerais ta musique? Est-ce que c'est des styles existants
combiner ensemble que tu dirais, ou c'est un nouveau style vraiment propre à toi? Ou... Comme on le catégorise dans les pop, ils appellent ça le conscious rap. C'est-à-dire que c'est comme un peu Common ou Kanye West à l'époque. Tu sais, je veux dire, Talib Kweli, Mos Def. Tu sais, les genres de hip-hop qui a un certain message, qui fait réfléchir. J'ai toujours eu ça à la base, mais c'est comme, c'est pas un peu trop rude, mais c'est un petit peu trop square. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de travailler avec mon nouveau projet que le monde va aimer, c'est que j'ai un peu mélangé ça avec plus de rythmique, plus de flow, plus de chant, plus de choses catchy. Donc je suis vraiment en train de transcender vers, je pense, le sommet de la compréhension de mon art, que je mélange toujours de knowledge, peut-être d'une autre manière, à travers des histoires, à travers mes histoires de la vie, à travers les choses que je raconte sur les autres. Donc on pourrait mettre ça dans un genre de soul, hip-hop, conscious rap, je pourrais dire. Ouais, les artistes qui sont venus avant toi, dans ton enfance ou whatever, avant que tu commences la musique, qui t'ont vraiment comme influencé ou inspiré à faire ça, avant que tu commences la musique? Ben c'est sûr, pour commencer à Montréal, au Québec, c'est sûr que moi, avant que j'ai commencé à rapper, j'écoutais tous les rappeurs de Montréal. Comme moi, j'avais la cassette de Sans Pression, comme si j'avais ça dans ma chambre. Si j'avais pas encore écrit de chanson, mais je trouvais ça merveilleux. J'écoutais beaucoup Le Connaisseur, Guerre de style, des chansons classiques comme ça qui... C'est comme le Nas de Montréal, quand tu compares Rain Man. J'écoutais ça beaucoup à Montréal. Mozaïen, un rappeur que j'aime beaucoup, Ils Vont Crever. On écoutait ses chansons, les gars, c'est un gars qui avait des doubles rimes par bar. C'est comme un peu comme Eminem. Le gars était vraiment avancé dans son temps, dans sa manière de rapper, parce que quand tu écoutes aujourd'hui, c'est tellement, entre guillemets, difficile ou recherché qu'il n'y a plus vraiment personne qui vont faire cette technique-là de mettre deux rimes dans une barre. Et c'est le monde qui écrit vont comprendre ce que je veux dire. C'est comme c'est pas. Il dit un mot, puis il y a deux affaires en même temps qui riment dans le bar, puis l'autre bar va avec l'autre bar. Ça, c'est quelque chose que même avant d'avoir rappé, vu que je jouais de la musique quand j'étais jeune, je donnais mon respect à ça. Maintenant, au niveau international, quand j'étais jeune, au secondaire, c'était vraiment la montée de Biggie, Tupac, c'est plus ces gars-là que je regardais. Puis à l'époque, tous les gars avaient un style, fait qu'il y avait Wu-Tang qui avait son style, il y avait Redman, il y avait le West Side, il y avait Snoop Dogg, il y avait, tu sais, j'aimais ça les East Siders, le Master P aussi, l'été on écoutait ça, on jouait au basket, tu sais. Fait que moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ces gens-là, même Puff Daddy à l'époque, quand il a commencé à faire un genre de hip-hop commercial, je trouvais ça fly, je trouvais ça comme intéressant, comme de regarder la télé, puis de voir des blacks comme toi qui font des affaires, qui te font rêver. Moi j'arrivais de l'école, je mettais mon CD de Wu-Tang, puis je faisais à semblant de rapper, mais j'allais pas être un rappeur, mais j'aimais juste comme le concept de qu'est-ce que les gars faisaient. Quand tu réfléchis avec le recul, tu te dis waouh, les gars étaient vraiment dans une autre phase de la vie. Fait que c'est vraiment, à l'époque il n'y avait pas tellement d'internet, fait que j'avais pas l'opportunité de dig vraiment comme on pouvait faire aujourd'hui. Fait que c'est vraiment des choses que les médias nous apportaient, je pouvais trier. Puis à Montréal, c'est tous les grands classiques. Il y avait même le 8-3 aussi, je me rappelle, le groupe de Québec. Ça c'était fort, là. Les gars étaient bons, là. Les gars, il y avait des concepts. Il y avait aussi LMDS. Ça fait longtemps, mais Camaro est devenu star international. Mais à l'époque, les gars, ils faisaient un hip-hop super sweet, super classique. Fait que moi, c'est dogmatique. Donc, moi, c'est ça que j'écoutais. D'ailleurs, le premier show hip-hop que j'ai vu de ma vie, c'était à Terrebonne, à l'école secondaire Sacrement. C'était un spectacle de Sans Pression. J'avais jamais vu un hip-hop. Depuis ce jour-là, j'ai fait waouh! C'était fou là, tu comprends? Donc c'est les grands classiques que je regardais comme tout le monde, mais j'ai toujours été impressionné par la maîtrise de leur art. Tu m'as parlé, comme dans ce qu'on vient de dire, un peu des premiers spectacles, le premier spectacle que tu es allé. Est-ce que tu te souviens du premier spectacle que tu as performé? Moi, le premier spectacle hip-hop que j'ai performé, là, mon nom n'était même pas sur l'affiche. On était un groupe de jeunes rappeurs de Terrebonne. Il y avait un autre groupe de gars qui rappaient. On a vu leur affiche, on a appelé, on a dit est-ce qu'on peut participer à votre spectacle? Parce qu'on voulait. Puis le spectacle, c'était où? C'était dans un gym de boxe. Mais c'était comment? C'était comme aujourd'hui le spectacle, genre? C'était la même journée quasiment ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, on va dire quand vous avez vu. Non, c'est peut-être 1 ou 2 semaines avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas tellement de réseaux sociaux et le monde affichait les affaires. Fait qu'on a vu au spectacle hip-hop, là. On a appelé les gars, on a dit, tu sais quoi, nous on veut participer. Qu'est-ce qui est arrivé au spectacle, dans le fond? C'est qu'on a juste découvert le spectacle. Parce que nous on était chaud là, on était arrivés, on chantait dans la scène. C'était vraiment, tu sais, il y a des moments magiques dans la vie, genre, il y avait peut-être 7-8 personnes. Mais on s'était tellement amusés, genre, on chantait. Ces 7-8 personnes là, ils oublient. Non, je me rappelle, c'était un moment magique parce qu'on était venus
avec une énergie de genre, on est venu pour s'amuser, on est venu pour faire notre propre fun, on n'était pas venu pour est-ce qu'on va être connu, est-ce que le monde va nous voir. On s'est applaudi nous-mêmes, on se passait le micro. Il y avait mon ami Mike à l'époque qui filmait, donc il y avait toujours des petits fanatiques. Jenan était là, t'as toujours 7-8 personnes qui, même jusqu'à présent, ils vont jamais te lâcher. Ces personnes-là, c'est ton noyau, donc c'est important. C'était un moment mémorable pour moi, je vais jamais l'oublier vraiment. Bon, quelle musique t'écoutes présentement? Qu'est-ce qui est sur ta playlist présentement, que ce soit d'ici ou d'ailleurs? Pour de vrai, présentement, quand je suis en phase de création, j'essaye d'écouter le moins possible la musique tendance d'aujourd'hui. Ouais. Parce que mon subconscient, c'est comme une éponge. Il va dire, tu veux que le monde aime ce que tu fais, mais là, quand tu écoutes les affaires que le monde fait aujourd'hui, quand tu vas créer, tu vas avoir tendance à projeter ce que tu as écouté parce que c'est ce que le monde aime. Ce que le monde font, c'est bon, mais tu ne veux pas faire nécessairement comme ils font. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de la technicalité de comment le monde rappait à l'époque. J'écoute, mettons, beaucoup de R&B, mais quand j'enregistre, j'écris mes chansons, je vais avec la mathématique de la musique. Il y a une manière d'écrire la musique, il y a une manière de prendre ses pauses. Tu sais, je connais ça. Fait que je me fais juste me baser sur la composition classique, comment on bâtit la musique. Et à partir de là, je crée mes propres choses. C'est sûr que j'aime ça. Avec le temps, on finit par vouloir chanter un peu. Ça sort naturellement. Je l'utilise sans... Je ne deviens pas un chanteur R&B, mais tu comprends comment ça veut dire. On a tous... Plus qu'on chante, plus qu'on a un range de notes qui s'agrandit. Tu vois, les grands chanteurs, le range de notes peut aller de là à là. Mais si tu fais des années à chanter, toi, tu es comme ça, puis à un moment donné, tu vas pouvoir faire ça. Moi, j'essaye de rester dans mon truc pour que si je chante live, ça va sortir quand même. Ouais, et que c'est là que je suis rendu. Mais j'écoute beaucoup de la musique comme Sadé, j'aime beaucoup ça écouter du là, j'écoute beaucoup du R&B comme du Aaliyah, ou j'écoute toujours des albums classiques de Jay-Z, ou j'écoute beaucoup les Little Brothers, Jay Dilla, des affaires comme ça, là, comme des affaires que quand je les écoute, j'ai pas l'impression que j'écoute de la musique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, que ça fait partie de moi. Puis là, à partir de là, quand tu crées, ça te permet d'avoir une forme d'inspiration indirecte. Puis après ça, quand mon projet va sortir, le monde va l'apprécier. Là, je vais voir qu'est-ce que le monde fait autour pour voir pourquoi on l'a aimé comparé à tel projet. Pourquoi j'aime ça aller au Ivy Studio, c'est qu'ils sont connectés avec le 2020. Les autres, ils enregistrent des gens d'aujourd'hui. Et quand j'enregistre avec eux autres, ils n'ont pas donné leur opinion. Ils vont donner les bons effets aussi. Donc, c'est comme si j'ai un produit, puis les autres vont cadrer un peu mon style pour dire, yo, on va mettre ce genre d'effet là, c'est bon, c'est pas bon. Et que comme ça passe dans le filtre, mais ça va quand même rester mon style. Tu peux me parler, dans le fond, du projet que tu viens de drop, puis le prochain projet. Donc moi, récemment, j'avais sorti un single que j'avais enregistré au Sénégal, à Dakar, lors de mon dernier voyage. Ça s'appelait Les Meilleurs. C'est vraiment, je peux dire que c'est vraiment une chanson qui était vraiment plus explorative, où encore une fois, je cherchais plutôt mon style, donc j'ai essayé de mélanger plusieurs styles. Mais le projet que je suis en train de travailler maintenant, c'est vraiment un autre niveau. C'est vraiment beaucoup plus recherché, beaucoup plus détaillé. La prestation, elle est encore meilleure, donc le monde doit s'attendre à un genre de hip-hop engagé, francophone. Même, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant dans ce projet-là, c'est que j'ai mélangé de l'anglais et même du créole. Donc, avec la réflexion, il y a des choses qui sortent, tu sens qu'ils sortent dans une langue. Puis tu vas la laisser dans cette langue-là. Tu vérifies autour de toi, est-ce que ça sonne bien, qu'est-ce que vous pensez de ça. Il va y avoir beaucoup de rap classique, il va y avoir beaucoup un peu de R&B, il va y avoir du français, du créole et aussi de l'anglais. C'est ça que le monde doit comprendre, tu as beaucoup voyagé, genre. Ouais, j'ai voyagé plus, j'allais en Amérique du Sud, j'allais 3 fois en Afrique, j'allais aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de choses autour de moi. Souvent quand on voyage, on ne le ressent pas tout de suite, mais il y a un niveau de création qu'on arrive, que ces expériences-là commencent à nous influencer. Mais il faut être prêt à les recevoir. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir quand tu n'es pas prêt. Mais la chose, pour ne pas être trop long, que le plus gros message que ça donne quand tu voyages, c'est qu'à la fin de la journée, sois toi-même. Parce que ceux qui ont du succès, ils sont eux-mêmes. Ils font ce qu'ils aiment, de la manière qu'ils le sentent, en respectant les règles de l'art. Les producers qui vont participer ou les studios? Là, je travaille avec les gars de Ivy Studio, puis dans mon projet, le producteur principal maintenant, c'est Equip. Si le monde peut le regarder sur Instagram, c'est A commercial Equip. Il sort un album, des projets, c'est un gars que je connais depuis longtemps. C'est un gars qui travaille beaucoup avec le MPC. Donc il y a le shortfall, du hip-hop, tout ça.
Et quand on travaille avec un producteur, il faut que tu aies une forme de chimie. On a cette chimie-là. Donc, ça facilite les choses. Ouais, depuis que tu comprends ce que je veux dire. Pas nécessairement que le producteur pense que tu es le meilleur, mais il faut que vous compreniez, tu dis, ok, le gars, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il fait. Puis que, il faut que tu travailles avec du monde qui croit en ton talent. C'est pas juste un gars qui veut juste un cop devant un beat. Je pense que pour élever son art, il faut travailler avec des gens qui nous comprennent. C'est un projet EP de 5 chansons, 5-6 chansons max. C'est mieux de faire 2 projets par année ou un par année, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver, split les choses. Donc, ouais, des fois le monde va mieux le recevoir comme ça. Comme des singles, mais tirer ça pour montrer chaque chanson, le travail que j'ai fait dans chaque chanson. Donc c'est ça ma stratégie vraiment là. Bon, ben dans le fond, je vais te laisser donner tes réseaux, si le monde veut te rejoindre pour collabo, promotion, quoi que ce soit. Donc moi c'est sur Instagram, à commencer à Jean Gardy de Wallis. Facebook c'est facile, c'est Jean Gardy. En plus de la musique aussi, moi je suis aussi conférencier, je donne des ateliers, j'aime beaucoup l'art oratoire. Donc vous allez voir sur ma page, il y aura 2 choses, c'est la musique aussi, les ateliers que je donne au Cégep Rosemont. On parle de toutes sortes de choses, de la vie, de l'anxiété, de la dépression, de croire en soi. Donc, et aussi je donne des ateliers d'écriture hip-hop depuis 6 ans à l'école secondaire Jean 23 avec des jeunes, on écrit des chansons hip-hop. Donc je mélange un peu tout ce background-là qui est l'art, la musique, la communication. Donc si vous allez sur ma page, vous allez voir ça. Gênez-vous pas, inscrivez-vous. Et un message à tout le monde. Il faut croire en soi, recommencer, se lever, recommencer. Il n'y a pas de secret dans la vie. C'est la consistance, la persévérance, croire en soi-même. Boom. BPM Radio Montreal All Wave Show. Salute. Yeah, man. All right. Accessible from anywhere in the world. Wavy Tones.